Ma mère s'est moquée de moi pendant le mariage de ma sœur. Toute la salle a ri de moi comme si j'étais une sorte de monstre. J'ai juste souri et j'ai dit au personnel, annulez tout. 5 minutes plus tard. Le visage de ma mère a pâli quand 300 invités. Je m'appelle Amélie Mercier. J'ai 33 ans, et j'ai appris quelque chose de brutal le soir du mariage de ma sœur. Une salle remplie d'inconnus bien habillés peut ressembler à s'y méprendre à une famille lorsqu'ils décident que vous êtes la personne la plus facile à ridiculiser. Je me tenais sous de douces lumières dorées, une coupe de champagne à la main, essayant de survivre à la réception sans faire d'esclandre, quand ma mère s'est tournée vers moi avec ce sourire calculé qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait me blesser en public tout en gardant son élégance. Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds, d'une voix suffisamment forte pour que les tables voisines entendent, puis elle a déclaré qu'elle était au moins reconnaissante qu'une de ses filles soit devenue quelqu'un dont on pouvait vraiment être fier. Quelques personnes ont ri. D'autres ont fait semblant de rien. Mais dans une salle aussi grande, l'humiliation se propage vite. En quelques secondes, j'ai eu l'impression que tous les visages de cette salle de bal s'étaient tournés vers moi, curieux, amusés, attendant de voir si j'allais craquer. Ma mère a continué, critiquant ma carrière, mes vêtements, ma vie, comme si elle avait préparé cette performance depuis des années. Et c'était peut-être le cas. La vérité, c'est qu'elle pensait enfin terminer un travail qu'elle avait commencé il y a longtemps. Elle pensait que si elle m'embarrassait suffisamment devant 300 invités, je me recroquevillerais pour redevenir la version de moi-même qu'elle avait toujours préférée, effrayée, silencieuse et facile à ignorer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai simplement souri, posé mon verre et prononcé 5 mots à un membre du personnel qui passait par là. Ensuite, je me suis dirigé vers la sortie pendant que la musique continuait de jouer. Les rires se sont lentement éteints. Étage 5 minutes plus tard, la salle entière a appris une chose que ma mère n'aurait jamais dû oublier à mon sujet. Si vous aviez rencontré ma mère en public, vous l'auriez probablement appréciée. Vivienne Mercier avait une posture parfaite, une voix douce et raffinée, et ce genre de goût de luxe qui poussait les gens à supposer qu'elle était bienveillante simplement parce qu'elle avait l'air distinguée. Elle savait comment organiser un déjeuner de charité, écrire un mot de remerciement et faire passer une phrase cruelle pour de l'inquiétude. Toute ma vie, elle s'est souciée davantage des apparences que de l'honnêteté. Et c'est exactement pour cela que ma jeune sœur, Camille, est devenue sa préférée. Camille était d'une beauté que l'on remarquait immédiatement, adorable quand elle le voulait, et bien plus douée que je ne l'ai jamais été pour donner à notre mère le genre d'admiration dont elle se nourrissait. J'étais l'enfant la plus difficile. Je posais des questions. Je tenais tête. Je n'ai jamais appris à me faire toute petite juste pour préserver la paix. Quand j'ai eu 16 ans, ma mère avait déjà décidé que Camille était la fille qui renvoyait une bonne image d'elle, et que j'étais la fille qui aurait toujours besoin d'être corrigée. Elle se moquait de ma façon de m'habiller, des emplois que j'acceptais, du fait que je voulais construire quelque chose par moi-même au lieu de courir après un poste de bureau sécurisant dont elle pourrait se vanter lors de ses déjeuners mondains. Pendant mes études universitaires, j'ai commencé avec un stand de dessert sur un marché du week-end à Nice, parce que j'avais besoin d'argent et parce que j'aimais le rythme de l'événementiel, la pression, les détails. Et la façon dont une soirée parfaite ne pouvait sembler fluide que si quelqu'un d'invisible travaillait très dur en coulisses. J'ai transformé ce stand en réservation de dîner privé, puis en lancement de marque, en service de mariage, et enfin en une véritable entreprise d'hôtellerie-restauration. J'ai dormi dans ma voiture à 2 reprises au cours de ces premières années. Je me suis brûlé les mains plus de fois que je ne peux le compter. J'ai appris à rédiger des contrats à 2 heures du matin et à gérer les fiches de paie en ne dormant presque pas. Ma mère trouvait ça mignon au début, puis désordonné, puis embarrassant. Quand Camille a été acceptée dans une université prestigieuse, ma mère a tout payé et lui a organisé une fête comme si elle avait personnellement inventé la réussite. Quand j'ai signé le bail de ma première cuisine commerciale, ma mère m'a dit qu'elle espérait que j'aimais bien jouer à faire semblant d'être importante. La rupture définitive a eu lieu il y a 6 ans lors d'un dîner de famille, lorsqu'elle a annoncé devant nos proches que Camille était la seule fille à qui elle pouvait confier quoi que ce soit de sérieux, car elle savait comment se comporter en femme du monde. Je me souviens être resté assise là, figé de froid, à écouter mes cousins fixer leurs assiettes pendant que ma mère souriait comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Je suis parti ce soir-là et j'ai arrêté d'appeler. Elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement dit aux gens que je faisais des drames. C'était ainsi que fonctionnait notre famille. La personne qui causait la blessure gardait sa réputation intacte.
La personne qui saignait devenait le problème. Alors, quand l'invitation au mariage de Camille est arrivée dans mon appartement de Cannes le mois dernier à un papier crème épais, une écriture élégante, livrée en main propre par un coursier, j'ai honnêtement cru à une erreur. Il y avait un petit mot manuscrit à l'intérieur. Amélie, je sais que les choses sont brisées depuis longtemps. Je ne veux pas commencer mon mariage avec cette distance entre nous. S'il te plaît, viens. Tu me manques. Je t'aime, Camille. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai ri une fois parce que le timing était presque comique. Après 6 ans de silence, j'étais soudainement réinvité pour un événement familial majeur devant 300 personnes. Cela ressemblait moins à de l'amour et plus à un test. Pourtant, une part de moi voulait croire que ma sœur était sincère. Une part de moi voulait croire que les gens pouvaient grandir. J'ai failli refuser. Puis je me suis dit que me présenter serait peut-être ma façon de prouver que j'avais tourné la page, même si eux ne l'avaient jamais fait. Le mariage a eu lieu dans un complexe hôtelier à flanc de falaise à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le genre d'endroit où chaque point de vue semble mis en scène et où chaque composition florale semble avoir son propre service de sécurité. À cette époque, mon entreprise avait grandi bien au-delà de l'époque du stand de dessert. J'étais la fondatrice et PDG du groupe hôtelier Mercier, qui gérait la production d'événements de luxe, la logistique de restauration haut de gamme et les partenariats avec des prestataires dans toute la région de la Côte d'Azur. 3 mois plus tôt, nous avions fait l'acquisition d'un service de traiteur chic appelé Événement Port-Blanc dans le cadre d'une expansion plus large. J'avais approuvé l'achat, rencontré leur direction, examiné les chiffres et je suis passé à autre chose. Je ne gérais plus personnellement chaque événement sous l'égide du groupe. Ce détail aura son importance plus tard. Sur le moment, ce n'était qu'une transaction commerciale de plus au cours d'un trimestre très chargé. Avant le mariage, j'avais envisagé d'envoyer un cadeau et de rester chez moi, mais quelque chose dans le mot de Camille m'a touché. C'était peut-être le mot « manque ». C'était peut-être ma propre faiblesse. Peut-être qu'après tant d'années, même les femmes intelligentes gardent un espoir minuscule et ridicule que la famille devienne enfin ce qu'elle aurait toujours dû être. Alors j'y suis allé. J'ai porté une robe en soie vert émeraude, sobre, bien coupée, suffisamment chère pour que personne ne puisse plus me considérer comme la fille en difficulté. Je suis arrivé seul. La cérémonie en elle-même était magnifique. L'océan derrière eux, un quatuor à cordes, des roses blanches, la lueur des bougies en attendant le coucher du soleil. De loin, cela ressemblait presque au genre de souvenir de famille que les gens encadrent pour toujours. Camille m'a prise dans ses bras à mon arrivée, et pendant une seconde, j'ai retrouvé ma petite sœur. Elle avait l'air nerveuse, heureuse, submergée. Elle m'a dit que j'étais magnifique. Puis elle a été accaparée par les maquilleurs, les photographes, les organisateurs. Une interruption après l'autre. Mon père, Denis, m'a donné une accolade maladroite et m'a demandé comment allaient les affaires, avec le même ton que les gens utilisent pour demander si un vieux chien est toujours en vie. Ma mère a embrassé l'air près de ma joue et a dit qu'elle était contente que j'aie choisi quelque chose de bon goût à porter. Ni gentille, ni chaleureuse, juste soulagée que je ne lui fasse pas honte visuellement. Cela aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. À l'heure de l'apéritif, j'ai remarqué que ma place était à la table 19. Loin des tables familiales, loin de Camille, loin du cortège nuptial. J'étais assise avec de lointains amis de la famille et 2 personnes de la famille de Gaspard, le marié, qui ne savaient pas qui j'étais. Quand l'une d'elles a demandé comment je connaissais la mariée, j'ai répondu que j'étais sa sœur, et la femme a cligné des yeux comme si elle pensait avoir mal entendu. J'ai souri et laissé couler. Les affronts étaient suffisamment petits pour être niais, et suffisamment clairs pour sembler délibérés. C'était toujours le talent de ma mère. Elle préférait la précision au drame, jusqu'à ce que le drame la serve mieux. J'ai aussi remarqué autre chose qui aurait dû m'interpeller plus tôt. Le personnel se déplaçait selon un système que je reconnaissais, leur timing, leur rotation des plateaux, la façon dont la responsable de salle touchait son oreillette avant d'ajuster le service des tables pour le premier plat à l'assiette. Cela me semblait familier, mais j'étais trop occupé à essayer de ne pas paraître mal à l'aise pour analyser cet instinct. Puis les discours ont commencé. Camille a pleuré quand son nouveau mari a parlé. Les invités ont applaudi. La musique est montée. Tout le monde s'est détendu. Et j'ai fait l'erreur de penser que j'avais peut-être survécu à la soirée. Que l'insulte serait peut-être seulement privée, subtile, supportable.
J'aurais dû savoir que ma mère préférait un public plus large quand elle voulait faire passer un message. Cela a commencé quand quelqu'un à une table voisine a demandé si j'étais marié. J'ai dit non. Puis quelqu'un d'autre a demandé si je travaillais toujours dans l'événementiel. Avant que je puisse répondre correctement, ma mère s'est tournée depuis la table familiale, a souri à travers la pièce et a dit « Amélie ne travaille pas dans l'événementiel comme le font les professionnels. Elle papillonne un peu dans les soirées de riches et appelle ça une carrière. » Quelques personnes ont ri, pensant que c'était une taquinerie familiale. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais j'ai gardé un visage neutre. Puis ma mère s'est levée, son verre à la main, et la salle s'est calmée avec cette politesse typique des réceptions où les gens s'attendent à entendre quelque chose de charmant. Ce que j'ai entendu à la place, c'était le début d'une représentation qu'elle répétait probablement depuis des années. Elle n'a pas élevé la voix au début. Cela aurait été trop évident. Elle a souri, a regardé Camille avec des larmes brillantes dans les yeux, et a dit à quel point elle était fière qu'une de ses filles ait construit une vie empreinte de grâce, de stabilité et de respect véritable. Puis, elle a tourné son corps juste assez pour que tout le monde suive son regard vers moi. Elle a dit, certaines personnes passent des années à chercher l'attention sans jamais devenir le genre de femme sur qui les autres peuvent compter. Certaines personnes confondent le fait d'être bruyante et indépendante avec l'accomplissement. Quelques invités ont bougé sur leurs chaises. Quelques-uns ont ri à nouveau parce que la cruauté était encore déguisée en esprit. Je suis resté parfaitement immobile. Ma mère a continué. Elle a dit qu'elle était particulièrement reconnaissante que l'organisation du mariage ait été laissée entre des mains expertes, car si certaines personnes avaient été autorisées à s'approcher de l'organisation, nous serions probablement tous en train de manger des frites sur un parking. Cela a suscité un rire plus franc. Pas de la part de tout le monde, mais suffisamment. Suffisamment pour que le son me frappe physiquement. Suffisamment pour que je lève les yeux et voie des visages se tourner, des regards glisser vers moi, la curiosité se transformant en reconnaissance. J'ai su alors que ce n'était pas un moment d'égarement. Elle voulait que la salle sache exactement qui était la fille de second rang. Elle voulait élever Camille à mes dépens. Elle voulait que ma vie soit réduite à une blague avant le dessert. Et la partie la plus humiliante, c'est que pendant quelques secondes, peut-être plus, j'ai ressenti exactement ce qu'elle voulait que je ressente. Petite, de retour à mes 17 ans, coincée à une table pendant que les adultes souriaient de mon malaise en appelant cela de la franchise. Puis ma mère a prononcé la réplique qu'elle avait gardée pour la fin. Elle a levé son verre et a dit, au moins l'une de mes filles est devenue quelqu'un dont on peut être fier. Le visage de Camille a changé immédiatement. Elle a murmuré, maman. Mon père a baissé les yeux, ni en colère, ni choqué, juste lâche. C'était pire. Certains invités se sont figés. D'autres ont affiché ces sourires minces et incertains que les gens arborent lorsqu'ils réalisent trop tard qu'ils ont ri de quelque chose de moche. Je me suis levé lentement, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et j'ai croisé le regard de ma mère. Elle attendait une scène. Elle voulait des larmes, peut-être de la colère, peut-être une réaction publique vive qu'elle pourrait utiliser plus tard comme preuve que j'étais instable, égoïste, impossible à gérer. Au lieu de cela, j'ai souri. Pas chaleureusement, pas théâtralement, juste assez pour lui faire comprendre que quelque chose venait de basculer, et qu'elle était la seule personne dans la pièce à ne pas encore s'en rendre compte. J'ai dit, félicitations pour cette soirée parfaite. Puis je me suis retourné et me suis éloigné de la table 19, tandis que le silence s'épaississait derrière moi. En traversant la périphérie de la salle de bal, je suis passé devant une station de service cachée derrière un mur floral. Un membre du personnel a levé les yeux et je l'ai reconnu. Pas vaguement, pas un simple doute. Je la connaissais. Elle avait travaillé sur 2 galas de charité de très haut niveau pour l'une de nos équipes affiliées sous la marque événement Port-Blanc avant l'acquisition. Je me suis arrêté. Elle a eu l'air surprise, puis respectueuse, comme le font les employés lorsqu'ils reconnaissent la direction supérieure dans un endroit inattendu. C'est à cette seconde précise que tout a changé à l'intérieur de moi. J'ai regardé au-delà d'elle et j'ai vu le logo estampillé en petit sur le côté d'une caisse de transport isotherme, événement Port-Blanc. Une entreprise détenue à 100% par le groupe hôtelier Mercier. Mon entreprise. Ma mère venait de m'humilier devant 300 invités lors d'une réception organisée par une entreprise dont elle ignorait qu'elle m'appartenait. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'ironie était si parfaite qu'elle semblait écrite d'avance. Je me suis mis à l'écart,
J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Élise Cartier, ma directrice des opérations. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai posé une seule question. L'équipe de Port-Blanc au mariage de la famille Mercier est-elle sous notre autorité opérationnelle actuelle ou toujours sous l'ancienne direction? Élise n'a pas hésité. La nôtre. Pourquoi? J'ai regardé à travers les portes de la salle de bal ma mère, toujours debout avec son verre, affichant toujours l'expression satisfaite d'une femme qui croyait avoir gagné quelque chose d'important. Puis j'ai dit, parce que la direction vient d'être publiquement insultée par la mère de la mariée devant témoins. Suspendez tout service, demandez au chef de salle de consigner l'incident, puis retirez l'équipe. Élise est restée silencieuse pendant moins d'une seconde. Elle me connaissait assez bien pour comprendre que je ne donnerais jamais cet ordre à la légère. Tu es sûr? J'ai répondu, absolument. Puis j'ai tendu le téléphone à la chef de salle et j'ai prononcé ces quelques mots, annulez tout, retirez notre équipe. Elle a pris le téléphone, a écouté Élise confirmer, et son visage a pâli. En quelques secondes, les radios se sont allumées. Des portes se sont ouvertes, le personnel a changé de direction, et pendant que l'orchestre continuait de jouer et que les invités continuaient de parler, la machine qui maintenait cette belle soirée a commencé à s'arrêter silencieusement. Il y a un pouvoir étrange à faire quelque chose d'irréversible sans élever la voix. Je ne suis pas retourné en trombe dans la salle de bal. Je n'ai pas pris un micro. Je n'ai pas annoncé qui j'étais. Je suis simplement resté près de la sortie latérale et j'ai observé une chaîne de décisions professionnelles se dérouler plus vite que les ragots. Les serveurs ont arrêté de dresser les assiettes du plat principal. L'équipe de pâtisserie a couvert le buffet des desserts au lieu de le mettre en place. 2 membres du personnel ont commencé à faire rouler les chariots de transport hors du couloir de service. Le bar est resté ouvert car il était géré par le domaine, mais le cœur de la réception a commencé à s'effondrer en temps réel et, au début, presque personne ne l'a remarqué. La musique a changé. Les invités ont repris leur conversation. Ma mère s'est assise, très fière d'elle. Camille essayait de sourire à travers je ne sais quelle nouvelle angoisse qui venait de s'installer dans son regard. Puis l'attente est devenue trop longue. À une table, des invités ont regardé leur montre. À une autre, ils ont cherché les serveurs du regard. Puis quelqu'un de l'équipe des organisateurs, au wedding plané, s'est précipité vers les cuisines. 2 minutes plus tard, l'organisatrice en chef est apparue en personne, chuchotant de façon urgente avec la responsable du domaine. Les 2 femmes ont regardé vers le couloir de service, puis vers moi, puis vers ma mère. J'ai pu voir le moment où la confusion s'est transformée en panique. À ce stade, plusieurs invités avaient remarqué que les plateaux disparaissaient au lieu d'arriver. La salle est devenue plus bruyante, mais de la mauvaise façon, pas festive, mais interrogative, mal à l'aise. Un garçon d'honneur a traversé la salle pour demander ce qui se passait. Quelqu'un a plaisanté en disant que la cuisine avait peut-être pris feu. Personne n'a ri. Puis la gérante du domaine s'est approchée de ma mère. Elle s'est penchée, a dit quelque chose à voix basse, et l'expression de ma mère a changé si vite que c'en était presque violent. Son sourire a disparu. Tout son sang a quitté son visage. Elle m'a regardé de l'autre bout de la pièce comme si elle venait de se rappeler quelque chose qu'elle aurait toujours dû savoir. La gérante a parlé à nouveau. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a failli basculer en arrière. Camille s'est tournée vers elle, confuse. Mon père s'est levé à son tour, enfin alerte. Je ne pouvais pas entendre chaque mot d'où je me tenais, mais j'en ai entendu assez. Propriétaire, conduite hostile, clause de résiliation, mon entreprise. Ma mère m'a fixé avec une incrédulité totale, puis de la fureur, puis quelque chose qui ressemblait de très près à de la peur. Elle a commencé à marcher vers moi, mais l'organisatrice l'a interceptée la première, paniquée, parlant beaucoup trop vite. Les invités nous regardaient ouvertement maintenant. Les 300 personnes n'avaient pas toutes ri de moi plus tôt, mais ces 300 personnes étaient absolument toutes attentives à présent. C'était mieux. Beaucoup mieux. Camille est arrivée en courant derrière ma mère, sa robe de mariée dans une main, l'horreur peinte sur son visage. « Amélie, que se passe-t-il » Je l'ai regardée, puis ma mère. J'ai gardé un ton calme, parce que le calme était soudain devenu l'arme la plus tranchante de la pièce. J'ai dit, événement Port-Blanc appartient au groupe Mercier. Ta mère a publiquement insulté la propriétaire de l'entreprise et a créé un environnement hostile pour le personnel. Conformément au contrat, le service est résilié.
Ma mère a craqué, tu ne peux pas être sérieuse. C'est le mariage de ta sœur. J'ai répondu, oui, ça l'est. Tu aurais probablement dû t'en souvenir avant de faire de moi ton divertissement. Sa bouche s'est ouverte, mais pour une fois, rien de distingué n'en est sorti, seulement une colère brute. Elle a sifflé que j'étais vindicative, instable et pathétique. Je l'ai presque remerciée d'enrichir le dossier juridique en public. Au lieu de cela, j'ai dit, toute communication ultérieure devra passer par mon avocat. J'ai tendu ma carte de visite à la gérante du domaine et je lui ai demandé d'envoyer toute la documentation sur l'incident à notre direction juridique avant la fin de la nuit. Derrière nous, les membres du personnel en uniforme noir se déplaçaient avec une rapidité élégante, remportant les repas auxquels ma mère pensait avoir droit. Les invités ont commencé à sortir leur téléphone. Certains chuchotaient. Certains dévisageaient ma mère d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, sans admiration, sans complaisance, en la jugeant, en la jaugeant. Une femme plus âgée près de la piste de danse m'a regardé directement et a fait un infime signe de tête, comme si elle comprenait enfin la vérité sur cette soirée. Camille avait l'air sur le point de pleurer, mais même là, j'ai pu voir une réalisation plus dure poindre sous la panique. Elle avait vu notre mère me blesser à petit feu pendant des années. Ce soir, elle avait vu toute la salle le constater aussi. Mon père s'est finalement approché avec cette voix sévère qui ne m'avait jamais protégé, mais qui semblait toujours disponible quand il voulait prendre le contrôle. Il m'a dit que je gâchais le mariage. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu, non, je refuse de continuer à financer ma propre humiliation. Cela lui a cloué le bec pendant exactement une seconde, ce qui était plus long que d'habitude. Puis je suis parti. J'ai entendu la première vraie vague de chaos derrière moi en arrivant au voiturier. Les invités posant des questions, l'organisatrice essayant de gagner du temps, la mère exigeant des réponses, la mariée pleurant, la musique s'arrêtant. Une nuit parfaite qui se brisait parce que la mauvaise personne avait été traitée comme si elle n'avait aucun pouvoir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte et je suis resté assise là, les deux mains sur le volant. Je m'attendais à me sentir coupable. Je m'attendais à trembler. Ce que j'ai ressenti à la place était beaucoup plus silencieux et beaucoup plus rare. Du soulagement. Pas de la joie. Pas vraiment de la vengeance. Du soulagement. Parce que pour la première fois de ma vie, ma mère avait braqué l'humiliation sur moi et avait échoué à en contrôler la fin. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une zone sinistrée. Des appels en absence de membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. De longs SMS de personnes exigeant des explications avant même d'avoir pris la peine de demander ce qu'on m'avait dit dans cette salle. Ma tante m'a traité de femme sans cœur. Un cousin m'a dit que Camille était inconsolable. Un ami de la famille a envoyé un message qui commençait par « Je comprends les deux côtés », ce qui est presque toujours la façon dont les gens annoncent qu'ils ne comprennent que la partie qui les arrange. Ensuite, il y avait un message vocal de ma mère m'accusant d'essayer de détruire la famille par jalousie. J'ai tout transféré au service juridique et j'ai bloqué son numéro. Élise avait déjà agi plus vite que je ne l'espérais. À 9h du matin, mon directeur juridique avait les rapports d'incident du chef de salle, les déclarations écrites de 4 membres du personnel et la confirmation du domaine que les caméras de sécurité avaient filmé le discours de ma mère avec suffisamment de précision pour établir le déroulement et le ton des événements. Le contrat de port blanc comprenait une clause autorisant la résiliation immédiate si la direction ou le personnel subissait un traitement abusif, discriminatoire ou hostile de la part d'un client ou de l'entourage immédiat du client. Elle avait été rédigée à l'origine pour protéger les employés des donateurs ivres et des célébrités abusives. Ma mère l'avait déclenchée vêtue de soie sur mesure et de perles de famille. À midi, son avocat a appelé les nôtres pour exiger un remboursement intégral et menacé de poursuites pour détresse émotionnelle, atteinte à la réputation et perturbation d'événements. Atteinte à la réputation. C'est l'expression qui m'a fait éclater de rire dans mon bureau. Ma mère s'était moquée publiquement de moi dans une salle de bal remplie de monde et croyait toujours que la réputation était quelque chose que seuls les autres pouvaient endommager. Nous avons répondu par une proposition d'accord amiable. Nous rembourserions 50% de la compte après déduction des coûts fixes, de la main-d'œuvre et des frais de préparation. En échange, il signerait un accord de confidentialité, une clause de non-dénigrement mutuel et une renonciation à tout recours, pas de procès, pas de déclaration publique, pas d'attaque en ligne. Ma mère l'a rejeté au début, bien sûr. Elle avait toujours cru que son indignation pouvait plier la réalité.
Elle a essayé de publier des avis négatifs par l'intermédiaire de ses amis. Notre équipe juridique les a fait retirer. Elle a contacté l'un de nos jeunes managers sur LinkedIn. Il a envoyé le message au RH sans répondre. Elle a même tenté de faire pression sur Camille pour qu'elle m'appelle et me supplie de revenir sur ma décision, comme si le problème était encore le repas et non des années d'humiliation enveloppées dans des perles et des bonnes manières. Mais autre chose se produisait en même temps. Et c'était la partie que ma mère ne pouvait pas contrôler. Les invités en avaient vu assez. Tous ne connaissaient pas l'histoire complète de la famille, mais ils savaient à quoi ressemblait le mépris public, surtout quand il venait d'une mère envers sa fille. 2 femmes qui avaient assisté à la réception ont contacté mon bureau pour s'excuser d'avoir ri avant de comprendre ce qui se passait. Un des associés de Gaspard a demandé un devis pour un gala de charité d'hiver, disant qu'il admirait le professionnalisme avec lequel mon équipe avait géré une situation impossible. La gérante du domaine a confié en privé à Élise que plusieurs invités avaient demandé ce que la mère de la mariée avait bien pu dire pour provoquer une réaction aussi drastique et justifiée par le contrat. Ce mot-là aussi avait de l'importance, justifié. Car une fois que l'histoire est sortie de la famille pour s'exposer au grand jour, elle a cessé de ressembler à un petit drame mesquin entre sœurs pour devenir ce qu'elle était vraiment. Une femme de pouvoir avait utilisé un événement public pour rabaisser quelqu'un dont elle pensait qu'il encaisserait sans broncher, et avait découvert que cette personne avait plus d'autorité qu'elle ne l'imaginait. 3 jours après le mariage, Camille a appelé d'un numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose en moi a quand même décroché. Elle pleurait avant même de dire bonjour. Pas des pleurs dramatiques, pas des pleurs manipulateurs, des pleurs d'épuisement. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas que Port-Blanc appartenait au groupe Mercier. Je lui ai dit que je la croyais. Elle m'a dit qu'elle avait supplié notre mère de ne faire aucune remarque pendant la réception, mais qu'elle n'avait pas réalisé jusqu'où elle comptait aller. J'ai répondu que c'était le problème avec les gens qui passent des années à excuser la cruauté. Ils pensent toujours que cette fois, cela restera gérable. Camille s'est tue. Puis elle a dit la seule chose que j'avais attendu d'entendre depuis des années de la part de quelqu'un de cette famille. Elle a dit, j'aurais dû l'arrêter il y a longtemps. Cela ne réparait rien, mais ça comptait. J'ai demandé où était Gaspard. Elle m'a dit qu'il était furieux contre notre mère et embarrassé par toute cette scène. Leur lune de miel avait été reportée parce qu'ils avaient passé les premières 48 heures de leur mariage à gérer les retombées et à se disputer sur les limites à fixer. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour réconforter qui que ce soit. J'ai dit à Camille que j'étais désolé que son mariage se soit terminé ainsi, et je le pensais. Mais j'avais fini d'assumer le coût émotionnel des choix de notre mère pour que tous les autres puissent continuer à faire semblant d'être normaux. 2 jours plus tard, mes parents ont signé l'accord. Pas d'excuses, pas de remise en question, juste des signatures et du silence. Ils ont pris le remboursement partiel. Ils ont accepté les conditions. Et ce faisant, ma mère a admis la seule vérité qu'elle ait jamais vraiment respectée, le pouvoir compte quand il n'est plus le sien. La partie juridique s'est terminée rapidement, mais les vraies conséquences ont mis plus de temps à s'installer, et à bien des égards, elles ont été beaucoup plus satisfaisantes qu'une confrontation dramatique n'aurait pu l'être. Ma mère ne pouvait pas parler ouvertement de ce qui s'était passé sans risquer de violer l'accord qu'elle avait signé, et cela la privait de la seule chose dont elle avait toujours le plus dépendu, le contrôle de l'histoire. Elle ne pouvait plus parader dans son cercle social et me faire passer pour la fille instable qui avait surréagi, car trop de gens dans cette salle de bal avaient vu son visage avant qu'elle ne sache que je possédais l'entreprise. Trop de gens avaient vu le moment où son assurance s'était transformée en panique. Trop de gens en avaient entendu juste assez pour commencer à poser les bonnes questions. En quelques semaines, les invitations qu'elle s'attendait normalement à recevoir ont cessé d'arriver aussi vite. Un comité de charité a discrètement changé de direction. Une amie du country club que ma mère connaissait depuis des années est soudainement devenue très occupée. Rien de dramatique en surface, juste la version sociale et élégante d'une porte qui se ferme. Mon père, qui avait passé la majeure partie de ma vie à confondre passivité et paix, s'est retrouvé à s'asseoir chaque matin aux côtés des conséquences de son silence. Camille a changé plus que je ne l'aurais cru. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement, mais sincèrement. Elle m'a écrit une vraie lettre 1 mois plus tard. Pas un SMS, pas une excuse bâclée coincée entre 2 justifications. Une lettre. Elle a admis avoir passé des années à laisser notre mère définir laquelle de nous était facile à aimer et laquelle était épuisante. Elle a admis qu'être la préférée ne l'avait jamais fait se sentir aussi en sécurité que les gens l'imaginaient,
parce que le favoritisme n'est qu'une autre forme de contrôle. La même femme qui l'avait encensée pouvait la détruire à la seconde où elle cessait de jouer son rôle correctement. Camille et Gaspard ont quitté l'appartement de standing que mes parents les avaient aidés à obtenir et sont repartis à zéro dans un endroit plus petit, avec moins de fils à la patte. Elle a commencé une thérapie. Elle a arrêté d'appeler notre mère tous les jours. Elle a appris le mot « limite » et plus important encore, elle a commencé à l'appliquer. Quant à moi, je ne suis pas parti vers une nouvelle vie parfaite où plus rien ne fait mal. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les traumatismes familiaux. Ce qui a changé était plus simple et plus important. J'ai arrêté de confondre le pardon avec l'accès à ma vie. J'ai arrêté de considérer ma capacité à endurer le manque de respect comme une preuve de maturité. J'ai arrêté de croire qu'être la personne la plus adulte signifiait se porter volontaire pour être blessé à nouveau dans de plus beaux salons. Mon entreprise a grandi. Le gala d'hiver a été signé. Puis un autre événement, puis deux de plus. Pas parce que le chaos est bon pour les affaires, mais parce que la compétence sous pression est mémorable, et que la dignité a le don d'attirer les bonnes personnes. J'ai promu la chef de salle qui a pris mon appel ce soir-là, car elle avait géré une situation impossible avec intelligence et grâce. J'ai versé une prime à l'équipe, car aucun d'entre eux ne méritait d'être entraîné dans nos dysfonctionnements familiaux, vêtus d'uniformes noirs impeccables et de sourires polis. De temps en temps, quelqu'un me demande encore si je le regrette. Si je ne souhaiterais pas être simplement restée silencieuse pour le bien de Camille, avoir encaissé le coup, souri pendant le dîner, laisser passer les insultes comme un vieux coup de vent. La réponse est non. Je regrette que le mariage de ma sœur soit devenu le théâtre d'une vérité que notre famille évitait depuis des années. Mais je ne regrette pas d'avoir refusé de commanditer ma propre humiliation. Il y a une différence, et cette différence compte. Surtout pour quiconque m'écoute et à qui on a appris que l'amour signifiait une tolérance infinie. Ce n'est pas le cas. L'amour sans respect devient du contrôle. La famille sans responsabilité devient destructrice. Et le silence, lorsqu'il est exigé de la personne qui souffre, n'est pas la paix. C'est une permission. La leçon que j'ai tirée de cette salle de bal n'avait pas grand-chose à voir avec la vengeance. Même si je comprends pourquoi cela en a l'air de l'extérieur. La leçon la plus profonde concernait le respect de soi. Ce moment où l'on réalise que protéger sa dignité n'est pas de la cruauté. Même quand les gens qui profitaient de votre silence vous traitent d'égoïste. Comprendre que les limites ne sont pas des murs construits pour punir les autres. Ce sont des portes qui apprennent aux gens comment entrer correctement dans votre vie, ou à ne pas y entrer du tout. Si cette histoire a une valeur au-delà du choc de ce qui s'est passé, j'espère que c'est celle-ci. Ne laissez jamais personne, pas même votre famille, vous convaincre que votre valeur est quelque chose qu'ils ont le droit de proclamer devant une assemblée. Ne confondez jamais le fait d'être toléré avec le fait d'être aimé. Et ne soyez jamais si désespéré de préserver la paix que vous donnez à quelqu'un le pouvoir de définir qui vous êtes. Ma mère pensait qu'elle rappelait à tout le monde quelle fille comptait le plus. Au lieu de cela, elle m'a donné la preuve la plus claire de qui j'étais devenu. Non pas la petite fille qu'elle pouvait humilier au dîner et congédier au petit matin. Mais une femme qui avait construit quelque chose de réel, qui protégeait les gens qui travaillaient pour elle, et qui avait enfin compris que parfois, la chose la plus significative que vous puissiez faire pour vous-même et pour ceux qui vous regardent, c'est de refuser de rester assise lorsque le manque de respect vous est servi comme faisant partie du repas.